au micro de Zetounian. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RSL Radio. Cet entretien a été enregistré le vendredi 30 janvier. Bonjour Hervé Marquez, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité surtout. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter votre âge, votre métier et vos passions si vous en aviez. Je sais que vous en avez. 7, c'est ma passion. Hervé Marquez, 56 ans, père de famille, 2 enfants, retraité de la gendarmerie, chef d'entreprise et maire de 7. Et les passions alors? Les passions, c'est... 7 déjà. J'en ai eu beaucoup, voilà. J'ai dit 7 en premier parce que c'est dans l'air du temps On est dans la ville à 100% quand on est maire, donc soit on est passionné de sa ville, soit on prend ça comme une administration à gérer. Moi, je prends ça avec le cœur, donc c'est pour ça que j'ai une passion. Après, des passions personnelles, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que le sport, parce que ça fait partie de ma vie, donc je suis passionné de tout ce qui se passe sportivement dans notre ville, parce que j'ai été concerné pendant 5 ans, et puis au niveau du monde du football, du rugby, du tennis, tout m'intéresse, donc j'aime bien le sport. Et un peu de lecture de temps en temps le dimanche, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. On en a parlé un petit peu, votre passion c'est 7. Quel est le lien avec 7? Alors moi, le lien, il est charnel, il est familial, il est aussi... c'est un lien qui a été distendu, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de partir pendant 15 ans de 7. Donc quand on est éloigné de quelque chose ou qu'on en est privé, c'est souvent cette chose-là qui manque. Et je me suis jamais senti aussi bien que quand je rentrais à 7, parfois de situations un petit peu compliquées par mon premier métier, mais je me suis marié à 7, mes enfants sont nés à 7, mais je crois que le lien, il doit être affectif et charnel avec 7. Tu descends du bus, tu arrives d'une autre ville, tu descends du train, il te faut 5 minutes pour aimer 7. Voilà. Si tu comprends que c'est une belle ville et que tu t'y sens bien, c'est toi. Voilà. Moi, j'ai une filiation, mais j'ai aussi une construction personnelle dans la ville. Voilà. J'ai grandi. Quand je vais à l'école Condorcet, j'ai quelques souvenirs. Quand je vais à la Canale, j'ai quelques souvenirs. Le Paul Valéry, les places, le canal, les bains. Les joutes. Voilà, les bains, traverser le canal à la nage, ça fait du bien. Donc, il y a ce bagage personnel, et puis il y a ce manque parfois. Quand tu es parti pendant longtemps de 7, il y a ce manque, mais en même temps, il y a cette richesse qui fait que c'est toi qui reviens ou qui est parti, ou celui qui est resté, ben, ils confrontent leurs idées parce qu'on aime ça, nous, quand même. C'est ça que j'aime. Cette richesse voilà. entre environnement et culture, on va y revenir brassage, après. Un brassage. Aujourd'hui, les jeunes sont désintéressés de la politique. Ils trouvent que c'est pas assez concret, qu'il n'y a pas de réel changement, que c'est théâtralisé, notamment l'Assemblée nationale, les conseils municipaux, mais ça manque de réelle conviction derrière. Qu'est-ce que vous leur diriez aux jeunes, ceux qui ne votent pas et qui ne comptent pas voter, pour qu'ils se déplacent au moins aux élections municipales, pour rappel, le 15 et 22 mars 2026? Moi, je leur dirais une simple chose. Dites-moi pourquoi vous ne vous intéressez pas aux choses. Il faut te poser la question aux gens. Tu ne peux pas leur dire intéressez-vous à ça parce que c'est bien pour vous. Il faut leur faire comprendre que c'est bien ou que c'est pas bien. Donc, quand en termes d'affection ou en termes de boulot, quand quelque chose ne t'intéresse pas, comment faire pour attirer le regard? Et déjà, moi, je trouve que le spectacle, effectivement, est pitoyable. Donc, tu ne peux pas dire aux gens et les critiquer, les jeunes, en disant vous ne regardez pas ce spectacle pitoyable. C'est normal qu'ils ne le regardent pas. Toute la journée, en scrollant, tu peux trouver des choses qui sont intéressantes. Donc, charge à la politique de devenir intéressante pour les jeunes. Après, Et concret. Donc moi, c'est ma position. C'est pour ça que je tiens beaucoup au conseil municipal des jeunes. Parce que là, tu sens déjà qu'il y a des gens qui attrapent les choses. Ils sont jeunes. Les préoccupations qui vont arriver rapidement dans leur vie, c'est le travail, les études, la famille, s'installer. Donc, rapidement, si tu leur dis « tu ne pourras pas », si tu es un peu défaitiste, tu leur dis « rien ne va marcher, ça ne marche jamais ». Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, je suis beaucoup plus sur la méthode interrogative. Et je les comprends quand même. Je leur dis, vous vous intéressez pas à la politique? Ben oui, c'est un spectacle pitoyable, c'est minable, il n'y a jamais rien qui marche, les promesses sont pas tenues, et pour nous, il n'y a rien. Ben, si tu comprends leurs revendications, charge à toi, tu es un homme politique, charge à toi d'aller chercher
des réponses à leurs questions. Et non pas le contraire. Intéressez-vous à la politique, ça ne marchera jamais. Notamment dans une élection municipale, il y a des changements concrets qui sont sur le terrain et rapides en plus. Et puis en plus, il faut comprendre, il faut aller les voir là où ils sont. Il faut rentrer dans l'espace de la personne à qui tu veux parler. C'est pas que des beaux discours, voilà, c'est aussi sur si le tu terrain. restes dans ta zone de confort en disant, moi, si je suis ici, je ferai ça pour les jeunes, je ferai ça. Ils sont où, tes jeunes? Moi, j'ai vu, en étant adjoint au sport, j'ai vu que, par exemple, les enfants n'allaient pas au sport. Mais ils sont où, les enfants, toute la journée? Ils sont à l'école. Donc, si tu leur passes pas de bon message à l'école, en disant, faites du sport à l'école, intéressez-vous. Il y a un message pédagogique et républicain aussi à passer. Alors, il ne faut pas faire de politique, mais il y a une formation civique qui doit impliquer les enfants. Moi, j'aimerais que on puisse proposer aux jeunes, d'ailleurs le conseil municipal, c'est un vecteur de ça. Voilà. Le vrai conseil municipal, c'est aussi un vecteur, parce que là aussi, il faut intégrer des jeunes. Il faut intégrer vraiment des jeunes. Il ne faut pas dire, je vais parler aux jeunes. Non, non, tu fais parler les jeunes aux jeunes. Voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Tu mets un vieux comme moi qui parle à un jeune, il va dire, bon, Papinou, il est gentil, il a 56 ans, il voit ça de son... Effectivement, j'ai un parcours, donc je le vois avec mes yeux. Même quand je parle à mes propres enfants, je ne suis pas sûr que je parle le même langage. Donc le mieux pour expliquer à quelqu'un de 19 ans ce qu'il faut faire à 19 ans, eh ben, tu fais parler à quelqu'un de 19 ans. Moi, c'est la solution. Si on devait retenir, sans vraiment rentrer dans les détails, mais 3 changements concrets justement pour mettre en avant ça, qui pourraient avoir lieu, pas en 2026, mais du coup en 2032, à la fin de votre premier mandat complet, parce que, pour rappel, vous avez été élu maire par le conseil municipal il y a Le moins 12 mai. le 12 mai, il y a moins d'1 an, donc forcément, il y a eu déjà des changements sur 7, mais enfin là, en 6 ans, il y aura beaucoup plus de temps pour travailler et mettre en place de réels changements. 3 grands changements qui auront lieu en 2032 avec Hervé Marquès. Alors, si on se projette en 2032, voilà. Ben, j'aimerais qu'on dise que ce mandat a été un mandat de proximité, c'est-à-dire qu'on a fait des choses concrètes pour les Sétois au quotidien. Ce que je m'étais engagé à faire en 2026, on joue vraiment le sketch. En 2026, j'avais promis que j'aurais un mandat de proximité, que je m'occuperais du quotidien des Sétois. J'aimerais qu'on dise en 2032, effectivement, c'était fait. Là, on demandait des passages piétons, de l'éclairage, une rue refaite. Ça, là, on dira, il l'avait dit, il l'a fait. C'est simple, mais il faut le faire. Dans le vrai quotidien des Dans le Sétois. vrai quotidien des Sétois. La deuxième chose, c'est la sécurité, la protection. On y reviendra tout à Et l'heure. l'apaisement. En détail, Et l'apaisement, en disant, à 7, il avait dit qu'il ferait 2 choses. Déjà, il avait fait une partie avant, mais pendant ces 6 ans, il avait dit qu'il monterait en régime sur la sécurité et la sécurité. Et enfin, j'aimerais qu'on dise finalement qu'on a amorcé quelque chose qui est important pour moi, c'est l'égalité des chances. Voilà. À la fin de ce mandat, l'égalité des chances aura été respectée. Un petit Sétois, un adolescent Sétois, un jeune Sétois, un actif Sétois dira, moi j'ai tenté quelque chose. La ville m'a aidé à le faire. Voilà. L'égalité des chances pour tout le monde. Et si le bilan, c'est ces 3 points, j'ai fait un mandat que je pense correct. Un mandat réussi. Ouais. En Alors, tout cas, rendez-vous en 2032. Engagement tenu. Engagement tenu. Voilà. Moi, je me déplace sur le terrain. Je suis toute la campagne de tous les candidats. Donc, forcément, quand je vais à la rencontre des candidats et des listes, il y a aussi la population qui se déplace pour écouter les propositions. Quand je discute avec les gens, le sujet qui revient le plus souvent, c'est le logement. Notamment pour les jeunes. Pour donner un exemple très concret, un jeune couple avec un enfant en bas âge qui veut se loger à 7, c'est compliqué. Des solutions par rapport à ça, Hervé Marquès, sur le logement à 7? Évidemment, évidemment. Et malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour moi que pour les autres, parce que moi, je ne peux pas promettre, j'y suis. Donc, j'agis, et je vais continuer à agir dans ce sens. Le logement, déjà, le logement, c'est impactant, et il y a des mots qui sont clés, qui sont utilisés et qui sont faux. La surconstruction, c'est faux. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On a beaucoup construit, mais on a gagné 200 habitants par an. C'est rien du tout. Donc, on a gagné 2000 habitants en 10 ans. Si on faisait un ratio entre la construction et, on va dire, l'occupation, on dirait qu'on a gagné pas grand-chose en positif. Ce que je veux dire, c'est que le logement, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai déjà lancé la révision du PLU. Ça veut dire que c'est la nouvelle façon dans les 20 prochaines années, comment la ville va être gérée pour la construction. Ça, c'est le premier point. Comment on construit à 7 ? On construit
d'une façon différente. Donc moi, j'ai mis une contrainte très importante sur les nouvelles constructions. Et vous le verrez, tout doucement, les choses vont évoluer parce qu'il y a des choses qui ont déjà été lancées. Le PLU, donc la façon de construire. Après, la primo-accession. La prime à la primo-accession, c'est je suis jeune, je veux un T2, un T3. C'est la première fois que j'achète quelque chose. On a un travail. La ville vous aide en garantie sur le prêt zéro. Et en plus, elle vous aide avec une prime. Là, on vient d'en faire passer 10 dossiers. On l'a lancé en fin d'année. Le temps que tous les notaires, tout le monde se mette en place, il y en a 10 qui sont déjà... Ça veut dire qu'il y a 10 familles sétoises aujourd'hui qui deviennent propriétaires aidées par la ville. Ça commence, tout doucement. J'ai mis 200 logements sociaux à la vente. Donc ça veut dire que toi, comme moi, on vit dans un HLM, on reçoit une lettre à la mairie de cet auto-habitat qui dit « Ce logement va être à la vente. Voulez-vous accéder à la propriété ?» Quand tu n'as pas les moyens de penser à ça, à ton quotidien, et qu'on te dit tout d'un coup, tu vas devenir propriétaire de là où tu habites, pour un prix qui est plus de 40% en dessous du marché. C'est intéressant pour les Mais en fait, pour les jeunes tu parles à couples des gens, en activité, exactement, tu parles à des gens qui se disent, mais moi, je ne pensais pas devenir propriétaire un jour. Je n'ai pas les moyens. Mais si, avec le même loyer, tu deviens propriétaire. Il y a le PLSA. On ne va pas rentrer dans les détails très techniques, le BRS, le bail réel solidaire, etc. Mais en fait, il y a des moyens Mais d'agir. bien sûr, il y a même des choses qui sont déjà programmées, que certains vont reprendre demain dans leur programme, parce que moi, c'est dans mon programme, qui sont des incitations fiscales. Il faut travailler pour trouver les solutions. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai réservé une partie des friches qui vont être au développement économique, mais en lien avec un développement immobilier. C'est-à-dire qu'une boîte qui va installer avec des salariés, qui vont être de 7, le mec il va dire, moi, je vous loge en plus. C'est ça qui compte. C'est ramener la proximité, une entreprise qui est déjà installée ici, qui veut se développer, il faut qu'elle ait plus de salariés. Mais tu les loges. Ça se faisait il y a 100 ans dans les mines. On recommence. Il faut joindre le travail et le logement. Donc les jeunes actifs, ils sont là pour ça. Moi, je veux que, en même temps, sur le locatif aussi, parce qu'il y a le locatif modéré, mais il y a le locatif privé. Ils sont tous après le Airbnb. Mais le Airbnb, quand tu as fait un peu le tour du Airbnb, tu vois que c'est des T1 au quartier haut, des T2 en centre-ville. Qui vit là-dedans à cette personne? Personne ne veut vivre dans une maison partagée en 4. Tu fais ça pour un séjour d'un week-end ou 4 jours, mais tu ne vis pas là-dedans. Tu ne te gares pas au quartier haut. C'est fait pour du tourisme. Et heureusement que c'est un tourisme, c'est la première industrie sétoise. En revanche, pour les jeunes actifs, le bail locatif, c'est une chose, mais le bail locatif privé, c'est autre chose. Donc il faut inciter les propriétaires à dire, tiens, si mon appartement T3, T4, je fais du Airbnb, mais peut-être qu'il pourrait revenir dans le locatif annuel, la ville, et j'ai travaillé sur le fait de faire revenir avec une incitation fiscale. On a de l'espace pour pouvoir faire les deux. C'est-à-dire avoir une partie quand même d'Airbnb pour faire vivre le tourisme local, mais aussi de location à l'année. Il faut répartir tout ça. Il faut équilibrer. Il y a des hôtels qui arrivent. Il y a des projets qui sont en train de se développer. On dit souvent qu'il y a un manque d'hôtels à Sète. Ah oui, il y a un manque d'hôtels, bien sûr. C'est clair, ça. Bien sûr. Ah oui, c'est clairement identifié. On a perdu ce qui était à l'époque, c'était les campings. Il y avait beaucoup de campings à Sète. Donc on a perdu ce camping géré, ce camping sauvage. Mais ça fait les grandes années de balnéaire des années 70 à Sète. Il y avait des bouchons, parce que ceux qui n'habitaient pas à Sète à l'époque, il y avait toujours des bouchons. Même Charles Trenet le chantait. Sur la Nationale 7, quand on descend à 7, il y a des bouchons. Donc on a le temps de parler. C'est la chanson de Charles Trenet. Alors les gens qui ne sont pas d'ici ou qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas que ça fait... 7 a toujours été encombré. Qu'on ait fait le quai d'Amarie dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours eu des bouchons à 7 pour descendre à 7. C'était le tourisme balnéaire. C'est les congés payés, tout le monde venait se tremper dans l'eau de mer et se régaler. Et ça, c'est le fondement même de notre ville. Le soir, un peu de glace. De la ville. Et oui, des glaces, des joutes. C'est ça notre vie. On est tourné. Mais maintenant, on a un tourisme de 4 saisons. On a 4 saisons. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de tourisme 4 saisons, qui viennent en décembre, en janvier, en février, sur le parc Vidéal, il y a 4 rayons de soleil, tout le monde boit du blanc et tout le monde vient visiter ça. Il n'y a pas un c'est-toi sur les terrasses. Avec les petites tielles. Et voilà. Et ils viennent chercher ce tourisme de proximité à 3 heures de route, etc. Tout ça pour dire que le logement, il faut un juste équilibre. Voilà. Et nous, le plan Racine en 62 n'a pas fait que la ville s'est développée touristiquement à cette époque. Ça nous a mis dans une cloche. Ben aujourd'hui, cette cloche, elle nous sert à être un peu plus authentique, un peu plus essentielle dans nos caractères, parce qu'on est un peu rosique quand même. Mais on est quand même très tourné vers le tourisme. Et il ne faut pas oublier que moi, quand j'écoute certains candidats et certaines candidates qui veulent se battre contre le Airbnb
ou le gérer, ou le juguler, ou le réguler, moi, je vais parler à tous mes copains restaurateurs. Ils vont descendre sur la place de la Mer et faire une manifestation. Restaurateurs, les hôteliers qu'on a, les commerces de proximité. Mais on va tuer l'économie sétoise. Et ils veulent faire tomber ça. Moi, je dis que il faut réguler, il faut penser à ceux qui habitent, et il faut penser à ceux qui viennent nous rendre Il faut visite. trouver un équilibre, Exactement. tout simplement. Voilà. Deuxième sujet qui revient très souvent quand je vais à la rencontre des gens sur le terrain, un sujet qui a fait beaucoup débat ces dernières semaines, voire même années à 7, c'est le parking de la place Aristide Briand. Et maintenant qu'il est, il est fini, il est terminé, enfin bientôt terminé en tout cas le parking, la place Aristide Briand qui va être créée au-dessus, c'est cette place où beaucoup de Sétois ont appris à marcher, ont appris à faire du vélo, ont appris à faire du patin à roulettes, ont fait des rencontres amicales ou amoureuses. En fait, c'est le centre de la ville. Comment organiser cette place? Comment elle sera cette place dans 2-3 ans? Est-ce qu'on retrouvera ce côté chaleureux que les Sétois ont connu depuis toujours? Et qu'est-ce qui va vraiment changer? Est-ce qu'il va y avoir de la végétalisation? Comment va s'organiser cette place avec vous, Hervé Marquès? Cette place sera organisée conformément au permis de construire qui nous a permis de faire l'ensemble de ces travaux. Donc ceux qui ont parlé pendant des années, bon, parce qu'il y en a qui ont trouvé de l'eau de source dessous, mais bon, ça c'est pour rigoler, mais il y a un permis de construire qui a été déposé, la surface est prévue, il y a 107 arbres, il y en avait 48 la fois d'avant, donc il y a trop d'arbres, mais il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres. Il n'y a jamais trop d'arbres. Voilà. Oui, mais après, il faut savoir aussi respecter la nature. Oui, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas surdensifier. Voilà. Ouais, donc, il y a 107 arbres qui sont commandés, qui sont prêts, qu'il y en a qui commencent à être plantés avec ce système qui a fait ses preuves. Il y a le kiosque, enfin, celui qui ne l'a pas vu, c'est qu'il n'est pas allé. Le manège revient, la fontaine revient, les places... comment on appelle ça, les entre-rigoles où on faisait du vélo, où on tombait d'un côté ou de l'autre, ça revient. Tout est pareil, les c'est terrasses conforme. Vont se réinstaller. Mais bien sûr. Ça va devenir le centre. Je ne sais pas quel est le Luluberlu qui a trouvé à redire sur le fait que la place ne reviendrait pas. Elle va revenir in extenso à l'identique de ce qu'elle était avant. Et elle sera encore plus propre. Alors, elle sera avec des revêtements modernes. Qui n'aura pas d'artificialisation, c'est-à-dire que l'eau va passer par-dessous. C'est important, l'eau, aujourd'hui. La végétation est beaucoup plus importante. Et on pense qu'on va l'utiliser bien mieux qu'avant, puisque le seul hic, je vous le dis, le seul hic de cette place, ça veut dire qu'il y a un arbre tous les 3 mètres. On va moins bien circuler qu'avant. C'est la végétation qui va prendre le dessus. Et c'est très bien comme ça. C'est tant mieux. Eh oui. J'ai envie de dire. Donc il y en a qui vont être surpris. Ceux qui faisaient du vélo, ils vont pouvoir se slalomer entre les arbres. Mais il y a beaucoup plus d'arbres. Donc autour du kiosque, voilà. Après, il y a un temps de développement de la végétation. Les arbres vont grandir et grossir. Mais après, il y a les gens de l'immédiateté. Il y a des gens qui croient qu'on va arriver avec un arbre qui fait 30 mètres d'eau. C'est le temps qui fait. C'est la patience. Il faut laisser le temps au temps. Bien sûr. Quand on pense projet, eux, ils veulent de l'immédiateté. Et souvent, ces gens veulent empêcher. Ça leur permet Ils ont essayé d'empêcher le parking. Le parking va très bien. Là, les portes coupe-feu, vous savez que l'incendie, ça a été quand même un thème dramatique ces derniers temps. Donc, moi, je ne joue pas avec la règle. Ce n'est pas mon genre. Donc là, les coupe-feux sont en train d'être utilisés. Elles sont conformes. Donc, elles sont installées, je pense. On attend la commission de sécurité. Les premières voitures vont rentrer dans les jours qui arrivent. Les jeunes, vous avez parlé beaucoup de la jeunesse là, depuis le début de l'entretien. Que ce soit les collèges et les lycées qui y a au-dessus, il y a Saint-Joseph qui est juste à côté, Paul Valéry qui est un peu plus à gauche. Il y a plein d'écoles élémentaires qui sont aussi plutôt côté droit. Je pense à l'école de la Renaissance, l'école Arago. Un peu plus bas, il y a le collège Victor Hugo. Donc en fait, c'est le centre aussi de toutes ces écoles, tous ces collèges, lycées. Et ces jeunes vont se retrouver, que ce soit le midi ou le soir après les cours, sur cette place qui sera accueillante pour les jeunes. Et il y aura une continuité. Il y a vraiment l'aire de jeu, comme avant, l'aire de jeu pour les petits tout, etc. Et il y aura une continuité parce qu'on va continuer les travaux avec la salle Brassens qui va revenir dans l'espace où elle était à peu près. Bon, c'était au-dessus des halles. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait une place au-dessus du marché. Ils croient que la place Georges Brassens, elle a toujours été là. C'est pour vous dire la connaissance du territoire. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette place, elle va revenir parce qu'il y a une vraie cohérence. Les tarifs du parking, ils sont à moitié prix pour les Sétois. C'est pas fait pour faire venir des voitures. Et l'abonnement, il est fait pour les résidents. Un abonnement à 88 € aujourd'hui. Ça existe, hein, c'est du palpable. Hein. Il n'y a plus de place déjà. Donc, quand on est Sétois, on paye 1 €, on lui paye 2 € la place de parking. C'est fait pour que les Sétois viennent. Et après, il y a des opérations qui seront menées par le futur maire, j'espère.
Et si c'est moi, je continuerai ce que j'ai commencé. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il va y avoir la place sur le parking MOC, il va y avoir une salle. La salle Georges Brassens. On voit qu'elle sert à quelque chose. Hein. Il y a des meetings, il y a des lotos. Donc il y a toujours quelque chose qui est en cours dans cette salle. Et donc, parking, place, salle Brassens. Là, il y a une cohérence. Il y a une vraie cohérence. Voilà. Et on anime notre cœur de ville. Marty. C'est ce que demandent en plus les anciens, une place pour pouvoir retrouver aussi cette salle Georges Brassens N'oublie pas, au centre de la ville. Je sais que tu aimes le vocabulaire, c'est toi. N'oubliez pas que c'est le lieu où est né le club des frites, à l'Angle. Voilà. Ah, on me l'a raconté déjà. Voilà. Donc ça, le club des frites, c'est une expression sétoise aujourd'hui pour dire un groupe de copains qui racontent que des bêtises. Voilà. Il est né là, le club des frites. C'est le centre de Sète. Bien sûr, c'est le club de la baraque à frites. Sète possède une richesse culturelle incroyable. Tout le monde est d'accord sur ça, c'est factuel, autant au niveau des artistes qu'au niveau des musées, qu'au niveau du développement culturel. Il y a un bilan, on sait que François Comène, pendant ses mandats, a beaucoup misé sur la culture, c'était quelque chose qui lui plaisait énormément, il a beaucoup investi sur ce côté-là. Est-ce que ça sera continué dans votre prochain mandat si vous êtes élu le 22 mars? Et quelles seront les propositions au niveau culturel sur la ville? Alors, effectivement, le socle sur lequel je travaillais déjà, et j'ai travaillé, c'est un socle culturel qui a 24 ans de travail. C'est un résultat. Moi, ce socle-là, je compte m'y appuyer. Ce sont des fondations. Et quand tu rentres dans une maison, toute la journée, tu ne regardes pas les fondations pour voir si elles sont belles. Tu regardes ce qui est construit au-dessus. C'est sûr. Là, moi, je suis à l'étage des fondations. Les fondations, je les ai reçues. Ce travail qui a été fait en culture, notamment, est un travail exceptionnel. C'était pas pour se faire plaisir qu'il a fait ça, c'était pour mettre la ville à un standing et un statut qui est reconnu maintenant partout. Quand Montpellier fait candidature pour M28, il demande à 7 d'être là. C'est nous les jokers. Nous, on est là. Hein. Et la candidature, c'est pas la même s'il n'y a pas 7. C'est sûr. Moi, je dis toujours, pour allumer un peu le maire de Montpellier, je lui dis que c'est la banlieue culturelle de Montpellier. C'est la banlieue culturelle de 7. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on est intouchables sur ça. Et ça, c'est dans l'ADN de la ville. Ça, François Comène, pendant ses 24 ans de mandat, l'a fait. Mais c'est un bouillon de culture, 7. Donc il suffit. Toutes les cultures en plus. Bien sûr, toutes les cultures. Et moi, ce que je propose, c'est. J'étais l'élu qui a fait la rénovation des Beaux-Arts. J'ai aussi rénové la Halle Marty pour faire ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, la Halle Marty, moi déjà, j'avais prévu que ce soit une salle de spectacle, théâtre, concert. Ça sera le cas. Et sport. Et c'est le cas. Voilà. Donc, on met de la culture partout. Mais en même temps, c'est une espèce de transversalité. Là où on fait du sport, on peut faire des combats de boxe au Théâtre de la Mer aussi. Hein. Bien sûr. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette transversalité de la ville. On peut tout faire partout. C'est pas un monde de la culture. Mais c'est ça notre spécialité, nous. Nous, on fait du bromatch à 7. On mélange tout. On est capable de passer d'un truc à l'autre. On est capable de tout mélanger. Il n'y a pas le monde de la culture, il n'y a pas le monde du sport, il n'y a pas le monde des... On peut mélanger les univers. Et nous, on est comme ça. On touche à tout. On est des touches à tout. Et il ne faut pas segmenter. Après, moi, j'ai quelques projets qui sont déjà en route. Hein. Je vais te parler, ça va te parler. Toi. Tu fais le festival, tu fais l'affiche d'un festival, tu fais le pavois de la Saint-Louis parce que tu as gagné le concours. Derrière, tu fais une exposition à la Chapelle. Et après, tu représentes Sète dans une expo à l'extérieur de Sète, donc à Montpellier ou à Arténime ou à Paris. Voilà. Un parcours où on valorisera nos nouveaux créateurs. Et ça, moi, je suis pour défendre la création sétoise. C'est-à-dire que c'est pas un type qui arrive, voilà, un type qui vient chercher le tampon. Je suis peintre à 7, je suis artiste à 7. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux qu'il y ait un parcours. Partons, quand quelqu'un qui arrive, qui se pose à 7, on a un gars comme Jean-Michel Otoniel qui est résident sétois, qui vit à 7. C'est une espèce de feuille morte en or qui se pose sur la vie. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a des artistes, des chanteurs, etc. Il y en a des dizaines, voire même des centaines. Et là, tu te dis, ceux-là, il faut s'en servir. Mais il faut s'en servir pourquoi? Pour dire, hey, c'est mon copain, je suis en photo avec lui. Pas du tout. Celui-là, il faut qu'il aille dans les écoles et qu'il dise, je suis peintre, je suis ici. Tous les artistes sétois qui sont reconnus, ils donnent des cours dans les écoles. Ils ont des résidences d'artistes, mais en même temps, ils donnent des cours à la maternelle, en primaire. C'est la GEAC, là, c'est l'accession à la culture. C'est ça qui compte à 7, c'est de continuer ce travail. Parce qu'il ne faut pas croire que 100% des élèves qui sont en classe préparatoire aux Beaux-Arts à 7, ils sont pris à l'école des Beaux-Arts. On doit être construit sur un ancien cimetière de peintres ou de musiciens. C'est un petit peu comme dans les films d'horreur. On doit avoir quelque chose caché dans l'antre. On n'a jamais pu expliquer ce phénomène-là d'accès à l'art. Aujourd'hui, ça va devenir
ça va devenir un label. On va devenir un label culturel. Tu es à 7. Il y a eu des villes comme ça qui ont eu leur période artistique. Mais nous, je pense qu'on est un territoire sur lequel tu te poses, il doit y avoir quelque chose. Si tu as la sensibilité artistique, il doit y avoir des sirènes, des trucs. Je sais pas, on peut romancer un petit peu l'aventure, mais les gens qui se posent ici font de la création. Tu as Benjamin Biolay, il est arrivé, il a fait un album, il s'appelle Sinclair. On n'y a pas donné des ordres à ce type. Il s'imprègne. Je pense ça inspire. Voilà, je pense qu'on a un paysage imprégnant. Un territoire comme ça, comment il pourrait ne pas inspirer les artistes? Et je sais pas. Il faudrait que tout le monde vienne le voir. Au micro de Zetounian. Bon, là, on va passer à un sujet que vous connaissez très bien, le sport à 7, forcément, puisque vous avez été adjoint au sport pendant 5 ans. C'est pour ça que vous êtes un habitué du studio RSL, puisque nous, avec notre magazine des sports et toutes nos retransmissions sportives, on a eu l'occasion de vous recevoir. Développement, proposition sur le sport à 7, on a vu qu'il y a la halle Louis Marty. Voilà, il y a eu le développement de plein de sports à 7. Le but, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde de faire du sport, de choisir son sport. Surtout l'accès du sport à tous. Des propositions sur le sport. Et oui, on revient à mon thème principal, qui est un de mes 3 piliers, c'est l'égalité des chances, l'accession au sport. Moi, j'ai fait, dès mon arrivée, on a fait beaucoup de choses. On a fait notamment l'Agora des sports. C'est les écoles qui reçoivent des séances d'initiation. Ça a permis aux associations qui ont participé d'augmenter leur base des pratiquants. Moi, c'est ce qui compte, c'est qu'il y ait plus de pratiquants. Le plus de pratiquants possible. Tous les petits doivent être sur un stade, une piscine, un terrain, ceux qui veulent, un gymnase. Il faut que tout le monde aille toucher le sport. Donc, personne ne doit être privé de pouvoir exercer impossible. Du sport. On avait même fait un vestiaire solidaire au début qui a permis, au début de la partie cité éducative, d'avoir des licences prises en charge. Voilà. Donc là, c'est un système qui va revenir aussi. Aujourd'hui, l'argent, la distance, ne doit pas être un frein pour aller faire de la pratique des sports. Nous, on l'a compris rapidement. Les clubs ont aussi une partie sociale. Je sais, par exemple, j'étais avec le président de cette natation qui, lui, a fait une démarche positive. Tout le monde ne paye pas sa licence. Il y a des gens qui ont des paiements échelonnés. Ça, beaucoup de clubs le font. Le SC7 le fait aussi. Mais l'idée, c'est rien ne doit être un frein. Voilà. Il y a des familles qui ont 5 petits. Si les 5 petits font du judo, tu as de la chance. S'ils payent, tu passes le kimono d'un à l'autre. Mais sinon, si il te faut 5 kimonos, s'il y en a un qui fait du judo, l'autre qui fait du foot, forcément. Il te faut des crampons, il te faut tout. Ça coûte trop à un foyer. La ville doit être facilitateur. Et comment on est facilitateur aussi? C'est en donnant des subventions. On a des bons terrains, des bons gymnases qu'on entretient. Mais aussi, il faut aider les clubs à aider les gens. Nous, on ne peut pas payer la licence à quelqu'un, ce n'est pas réglementaire. L'argent public ne peut pas servir à ça. Mais quand tu donnes des subventions de fonctionnement à des clubs, c'est aussi parce qu'il y a une convention. On conventionne entre le club et la ville en disant, dans vos missions, il y a aussi l'accès au sport pour tous. Donc le sport santé, le sport loisir, le sport compétition, mais le sport social aussi. C'est-à-dire que vous devez aller chercher les jeunes et vous vous en occupez de A à Z. Voilà. Et ça, c'est important. Moi, quand j'étais éducateur au rugby, il y avait des parents qui étaient contents de voir que le petit partait le ventre plein avec un goûter. Vous vous rendez compte le détail? C'est important. C'est important. Il faut tout observer. C'était un déchirement. Mais s'il pouvait partir avec 2 jus de pomme, il partait avec 2 jus de pomme. Ça, c'est le rôle des bénévoles dans le club. Il faut que tout le monde le voit, ça. C'est que peut-être le meilleur goûter de la semaine, il était là. Puis il y a une richesse sportive qui peut permettre ça, justement. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir, il faut foisonner. C'est comme la culture. Tout le monde regarde toujours la vitrine, le sport de haut niveau. Mais le sport de haut niveau, il part de la base des pratiquants. Et dans le lot, là, s'il y a 100% de petits citoyens qui font du sport, il y a plus de chances qu'il y ait un qui arrive au bout. Bien sûr. Voilà, tout doucement, tout doucement. Mais il y en aura beaucoup qui seront dans le sport amateur, le sport loisir, le sport santé. C'est essentiel aussi. C'est cela, là, c'est la masse, ça. Et après, de temps en temps, on a la chance d'avoir une pépite qui s'élève tout doucement, qui devient un sportif de haut niveau de la ville. Il faut par la suite l'accompagner. Mais celui-là, il ne fallait pas qu'il reste sur le canapé. Il fallait que l'association aille le chercher. Il fallait que dès le début, et voilà. La ville l'accompagne pour lui permettre de... Exactement. C'est ça le sport, ça marche dans la culture. Sur le canapé, tu ne sers à rien. C'est sûr. Va peindre, va chanter, va courir, fais des choses. Et qui doit donner cet ordre? C'est la ville. De dire aux associations, allez me chercher ces petits. Vous devez avoir tous les moyens pour être sur le terrain. Moi, c'est ce que j'ai mené pendant 5 ans.
C'est ce que mon successeur mène et ce que je mènerai encore dans l'avenir. Un sujet sensible aussi qui inquiète plutôt la population, c'est l'insécurité. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis, qui ont inquiété un petit peu. Le fait que depuis 10-15 ans, les gens se sentent 2 fois plus en insécurité à 7, notamment le soir. On a eu aussi le narcotrafic qui fait beaucoup de débats, beaucoup d'autres candidats en parlent, la DZ Mafia, tout ça. Vous avez agi pour la sécurité à 7, notamment par rapport à la police municipale. Vous avez déjà commencé. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Et puis après, ce que vous allez faire aussi par la suite pour continuer à garder un cadre serein et sécurisé à 7 pour les Sétois et les Sétoises. Moi, déjà, je vais contester quelques éléments de langage. L'insécurité à 7. J'ai reçu la commissaire, Madame Céleste, qui a été affectée l'été dernier. Et bien sûr, comme le devoir de maire, c'est de lui faire visiter la ville à sa façon, parce que les collègues lui ont fait visiter, à sa façon. Bien sûr, je l'ai amenée dans tous les quartiers. Elle arrivait de Tourcoing. Quand on arrive de Tourcoing, qu'on arrive à 7, le mot insécurité n'a pas la même valeur. Donc il faut faire bien attention que les thèmes nationaux agités par certains ne soient pas, transformés à 7. Alors après, bien sûr, criminalité zéro, c'est le rôle de l'État, c'est pas le mien. Le narcotrafic, trafic zéro, c'est le rôle de l'État, c'est pas le mien. Moi, j'ai un rôle, c'est d'assurer la tranquillité des citoyens. Donc c'est le rôle de la police municipale. Aujourd'hui, les effectifs ont été plus que doublés. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon rôle, c'est d'être présent sur le terrain. C'est 68%, c'est ça? La police municipale. Ouais, je crois que c'est ça. 79%. À 79%. Voilà. On est passé de 38 à 60, je ne sais plus combien ça fait. Il faut 68 policiers municipaux. Voilà. 287 caméras. Moi, j'ai fait mon rôle. Ça ne veut pas dire que tout va bien. La sécurité, c'est de l'éclairage aussi. Il faut éclairer. Il y a des parkings où on me disait, mais il y a des jeunes le soir. Éclaire, hein. Tu mets la lumière. Des fois, il y en a qui se prennent pour des grands scientifiques de la sécurité. Moi, des leçons de sécurité, j'en prenais aucun candidat. Il y en a pas un qui sait de quoi il parle. Moi, je sais de quoi je parle. Après, donner des idées, tout le monde peut avoir des bonnes idées, mais en matière d'expertise, moi, j'ai fait mon analyse, je sais où il faut aller. La première vérité, c'est qu'il faut augmenter les effectifs. Il faut du monde sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Après, on est dans un budget. Nous, on n'est pas l'État. On ne peut pas avoir un déficit. On doit équilibrer les budgets. Donc, quand tu prends 30 policiers municipaux, il faut les payer. Il ne faut pas s'inventer une vie. C'est sûr. Ça veut dire que cet argent qui va aller vers la sécurité, il n'ira pas ailleurs. Moi, cette année, la culture et le sport, j'ai maintenu les budgets. Contrairement à d'autres institutions comme le département ou la région, moi, les associations vont vivre. Après, les chiffres qui sont donnés sont faux. Par exemple, les candidats qui disent qu'ils veulent, à partir de mars 2026, redoubler la police municipale. En fait, c'est irréaliste. C'est plus que ça. C'est que... c'est vraiment pas possible. Je pense qu'ils ne savent pas combien coûte un policier municipal. Il faut juste savoir combien coûte un policier municipal à l'année. Et c'est un métier qui a pénurie de main-d'œuvre. Attention. C'est un métier où il y a plus de demandes que d'offres de candidats. Nous, on en voudrait encore plus, mais c'est très difficile. Et puis aujourd'hui, ce sont des contrats. Donc, tu es policier à Paris, municipal, parce qu'elle existe depuis pas longtemps. Tu as Menton qui te propose un salaire, 7 t'en propose un, avec des primes et des machins. Et le gars, il va où il veut. Aujourd'hui, il y a plus de demandes. Les villes sont demandeuses de policiers municipaux. Après, les chiffres qui veulent inquiéter, moi, je les ai, les chiffres. Il y a 13% d'infractions en moins, il y a 50% de vols de véhicules en moins, il y a 9% de cabriolage en moins, et il y a 15% de vols simples. Donc, les gens qui sortent des chiffres pour alarmer, je trouve qu'il faut prendre les bons chiffres. Il faut prendre seul... C'est comme l'histoire du... C'est pas bon d'inquiéter la population. Non, mais il ne faut pas non plus dire que tout va bien. On n'est pas non plus... il faut ça peut pas être tout noir, tout blanc. Non, mais moi... Les gens me parlent en disant « je ferai ci, je ferai ça ». Mais non, mais regardez la vraie problématique. Le narcotrafic, c'est un problème régalien. Vous voulez que je vous fasse une théorie d'une heure sur le narcotrafic? J'ai aucun problème avec ça. En revanche, c'est un problème national en plus. Il suffit que tu me poses la question « qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la mairie de 7 ?» Et je te dirai que dalle. C'est le rôle de l'État. Bien sûr. Je suis incapable. Alors, par exemple, de contacter le préfet et de dire « Monsieur le préfet, nous sommes inquiets, nous voyons des choses qui sont inhabituelles. Le trafic du port, les saisies augmentent, ça crée une tension aux abords, etc. etc. » On sent qu'il y a un foisonnement criminel autour du port de 7. Là, c'est le rôle du maire. Voilà. Mais après, dire je vais vous aider sur les enquêtes des stupes, nous, on travaille en collaboration. C'est pas notre rôle. Mais non, mais elle n'a aucune compétence. Voilà.
Même moi, qui suis le premier magistrat de la ville, j'ai aucune compétence. Mm. Je ne peux pas faire de saisie, je ne peux pas faire d'enquête, je ne peux rien faire. Il ne faut pas s'inventer une vie, il faut être pragmatique. Je vous le dis encore une fois, tout ne va pas bien, tout ne va pas mal, on travaille. Et ceux qui font un constat de gravité, ça va bien. Et puis il y en a qui veulent désarmer la police municipale aussi. Faire attention à ça. Mm. Il y a des gens qui désarment la police municipale. Il y a des propositions politiques de dire tout va bien se passer entre nous. On va vivre ensemble. Moi, je veux bien. Hein. Mais à 7, c'est pas. Vous savez, l'histoire de la DZ Mafia, c'est des petits. La DZ Mafia, quand vous regardez la méthodologie de la DZ Mafia et la petite vidéo qui a été tournée, je vous laisse faire votre propre analyse. Mais moi, quand je vois les actions menées et revendiquées par ce groupe criminel, et que je vois la bataille de cage d'escalier qu'il y a eu, c'est un délit. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils font comme ça, les vrais. Alors maintenant, force de crier au loup, peut-être il y en a qui vont croire qu'il y a le loup. Hein. Mais bon, la DZ Mafia, je pense que c'est une partie médiatique du trafic colossal. Et moi, je m'occuperai aussi, quand même, parce que ça, c'est notre rôle, de ce qu'on appelle en anglais les réhabilitations, les cures de réhabilitation. Déjà pour les SDF qui sont complètement dépendants dans la rue. C'est bien joli de dire je ne veux pas d'SDF devant les magasins, mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai un projet et j'ai un programme dans mon programme qui s'occupera de, dès qu'ils sortent de l'hôpital, ils sont souvent hospitalisés, ces gens en urgence. Quand ils sortent, on en fait quoi? On les pose, ils demandent au pont Virla, au pont machin. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ces gens-là, il faut les mettre dans un système qui traitera des dépendances. Il faut créer une maison de la santé, ce que j'ai proposé, une maison municipale de la santé, dans laquelle on traitera la santé mentale et les dépendances. Et dans les dépendances, il faut mettre nos jeunes. On a déjà un programme qui s'appelle la MILDK, mais il faudra mettre aussi ces gens qui sont dans la rue. Et il faut des consommateurs. C'est bien joli de faire... il y avait une formule d'un homme politique qui disait un pétard le samedi soir, c'est un mort sur le trottoir. Mais c'est ça. Hein. Ça fait rire de fumer un petit pétard. Mais c'est grave aujourd'hui. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que le trafic s'organise autour des points où il y a les consommateurs. Et c'est pas l'île de Taux, hein, où les gens consomment de la drogue. Hein. Souvent, on stigmatise cet endroit. Bien sûr. Il faut traîner un peu autour de l'avenue, vous verrez. Une nouvelle population, là. Ben oui. C'est ça le travail de fond. C'est savoir où sont les gens. On en a parlé là des quartiers, 2 quartiers prioritaires de la ville. Il y a le centre-ville et l'île de Thau. Il y a un débat aussi qui a émergé depuis même maintenant plusieurs années, même depuis la dernière campagne municipale en 2020. Un commissariat de proximité à l'île de Thau, ça fait débat pour, contre. Une position par rapport à ça? Bien sûr. Il y en a même qui avaient proposé de faire des commissariats mixtes. Ils ont vite retiré leur proposition parce que c'est pas possible. Alors moi, je suis pas pour une simple raison, c'est une raison de stigmatisation. Et je peux pas vous proposer dans mon programme de faire la ville du quart d'heure. C'est-à-dire que tout est à 15 minutes à 7. C'est une théorie qu'on applique à 7. Hein. C'est un urbaniste, un ingénieur qui fait des recherches et qui trouve des solutions dans la ville du quart d'heure. Il prend 7 comme exemple dans le monde entier. On a tout à 15 minutes. Il y a un rayonnement à 15 minutes à pied, 15 minutes à vélo, 15 minutes en voiture, 15 minutes en transport en commun. Bien sûr, tout ça, ça augmente au fur et à mesure. Je ne peux pas vous dire qu'on est à 15 minutes de tout à 7 et vous dire qu'il faut un commissariat tous les quarts d'heure. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on met un quart d'heure pour aller de l'île de Thau au commissariat? Non. Est-ce qu'on met un quart d'heure pour aller du commissariat à la corniche? Non. Donc, quand on est dans la ville du quart d'heure, on augmente les capacités de la police sur place. C'est pas nécessaire, donc. Non, par contre, il faut des effectifs dans les bureaux de la police nationale. Ça, c'est évident. Eh oui. Et ça, il faut conserver des bonnes relations avec... Ah, mais il y a un travail de complémentarité à avoir. Voilà, c'est ça. Voilà. D'équilibre, toujours. Mais il existe ce travail de complémentarité. Aujourd'hui, la commissaire, moi, je travaille avec la commissaire. Le responsable de la police municipale à 7, c'est moi. Moi, quand j'ai des réunions avec madame la commissaire, ou quand je rencontre madame la sous-préfète ou madame la préfète, je travaille à la police. Hein. C'est eux les représentants. Bien sûr. Donc, les informations, elles passent en direct. C'est pas la peine d'attendre un conseil municipal pour dire moi, je vais demander ci, je vais demander ça. C'est au quotidien. Je ne sais pas si vous avez apprécié, évalué la sécurité à la Saint-Louis cette année. On va en parler juste après. Voilà. Au micro de Zetounian. C'était justement la prochaine question sur la Saint-Louis. On dit que c'est la fête de tout Sète, de tous les Sétois, mais aussi de tous les amoureux de Sète. Donc là, ça crée une population beaucoup, beaucoup plus large. On accueille du monde tout l'été, mais encore plus à la Saint-Louis. Et vous avez déjà, du coup, organisé votre première Saint-Louis en tant que maire, notamment avec
avec votre adjoint concerné, Cédric Lissardi, qu'on connaît bien aussi et qu'on salue. Il y aura des prochaines Saint-Louis, forcément, si vous êtes élu maire. Il y a eu quelques modifications cet été, quelques retours, des bons retours, notamment sur cette Saint-Louis. Les prochaines Saint-Louis, il y aura encore des modifications. Les gens ont une crainte, et je vais vous en faire part de suite, c'est la fériatisation de la Saint-Louis. Je suis d'accord. On en parle beaucoup à Sète. Je suis d'accord. Donnez-nous, si vous le voulez, bien sûr, votre réaction par rapport à ça et vos propositions pour les prochaines Saint-Louis, tout simplement. Déjà, le bilan, effectivement, moi j'ai essayé de mettre ma patte, et ma patte, elle est sétoise, quoi. Je suis pas sûr je suis pas le seul maire à avoir jouté, hein. Mon prédécesseur avait jouté, peut-être que François Liberty avait jouté, et d'autres, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai amené, c'est ce que j'ai connu et ce que j'ai aimé, et notamment le retour de la pyromélodie. C'est quand même quelque chose qui a touché le cœur. Ça a plu énormément, ça. Oui. Mais pourquoi? Parce que la Saint-Louis est conçue comme une fête populaire. C'est la fête patronale de la ville de Sète. Donc ça veut dire que c'est la fête de la ville. Donc il faut faire plaisir aux gens qui aiment la ville et qui en profitent. Donc il faut écouter. Moi j'ai écouté la pyromélodie. Là, à ce moment, moi je vous dis, je suis sur le grand retour de la joute libre. On n'en a plus de tournoi de joute libre. Parce que c'est un spectacle extraordinaire. Pour ceux qui ont eu la chance de voir des joutes libres, c'est à mourir. Parce que tu as droit à la lance courte, au coup de dehors, tu as droit à te faire arrondir, tu as tout. C'est un régal. C'est un régal. Mais c'est un moment où les jouteurs, finalement, se disaient, mais il n'y a plus de règles. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc, c'est extraordinaire. C'est déjà une première. Mais ouais, mais il faut règle. connaître. Tu vois, il faut connaître. Il faut connaître. Ah, voilà, il faut connaître. Alors moi, pourquoi la Saint-Louis, elle se fériarise? Bien sûr, parce que il y a eu comment dire ça, une enchère, voilà, qui va mettre le son plus fort, qui va mettre la plus grosse bodega, etc. Le baraquet, pardon, etc. Et tout doucement, le système s'en va vers effectivement ce système. Moi, je connais très bien Bayonne. Bayonne revient à des choses beaucoup plus simples. Et cette année, j'ai remarqué qu'il y avait quelques commerces qui n'avaient pas demandé justement la bodega, et qui ont fait des façons de faire un peu comme on fait un peu au Wall, c'est-à-dire la fête dans l'intérieur de l'établissement. Ça se faisait au Cristal, notamment. Ça se fait dans quelques bars. Je ne fais pas de pub, il faut que je cite 3 bars. Mais avant, ça partait un coup de carafe, ça partait un apéritif sympa. Il n'y avait pas de jouteur, pas joueur. De toute façon, tout le monde était en blanc. Moi, c'est ce que j'avais demandé cette année. À partir du moment où vous êtes en blanc, vous êtes prioritaire. Moi, les gens en blanc pendant 5 jours, ils sont bienvenus partout. D'ailleurs, nous, quand on sortait, moi j'ai fait la Saint-Louis Junior, quand on est sorti, il y avait une discothèque à 7, on rentrait comme on voulait parce qu'on était habillé en blanc. Ça distingue les gens. Ça, c'est important, ça, de Mais le bien dire. sûr. Moi, j'ai demandé au président de la coordination des joutes et au président des sociétés sétoises, au briefing avant Saint-Louis, j'ai dit du blanc Partout. et du blanc. C'est tout ce que je vous demande. À la fin, le président de la coordination et les présidents me sont venus. Alors, j'étais très fier. J'ai remis le repas des jouteurs avec une formule un peu évoluée. Moi, j'étais présent, c'était Voilà, très sympa. parce que c'était la fameuse langouste volante à l'époque, donc qui avait stoppé tout ça. Mais aujourd'hui, on est revenu à ça. Mais dans l'avenir, j'ai été chercher, moi, il y a 100 ans, on a pris ce qui se passait. Le trophée du maire, Et le trophée du maire. qui a été remporté par. Le Petit Prince. Et Ah. ouais, il est encore. On embrasse, forcément. Donc l'idée, c'est de rechercher dans les vraies racines et pas inventer des racines. Parce que moi, toute ma vie, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de sous aux joutes. Il y avait le prix. Il y avait des 50 francs à l'époque qui étaient donnés. D'ailleurs, sur l'affiche qu'on a collée à la mairie de 1925, qui était la jumelle de 2025, il y avait le prix. 50 francs pour le gagnant de ci, une œuvre d'art pour le gagnant du prix du maire, etc., etc. Donc il faut aller chercher dans les racines et comprendre ce que ces gens-là ont fait. Il ne faut pas oublier que les joutes, c'est le cadeau de naissance de la ville. Quand la ville est née, une grande fête a été organisée, la fête patronale, et on a dit, les gens des mortes vont venir pratiquer leur art à 7. Donc les joutes, ça fait partie du cadeau de naissance. Et quand on reçoit un petit collier, une chaîne, quand on est petit, c'est le truc qu'on préfère à toute sa vie. Bien sûr. C'est de nostalgie, c'est amour, c'est appartenance. Les joutes, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est à nous. Voilà, c'est comme ça. C'est la chaîne qu'on t'a offerte, c'est pas toi qui l'as fabriquée. C'est le cadeau de naissance. C'est le truc qu'on a le plus cher de l'histoire de nos vies. Mais autour de ça, il faut effectivement s'adapter. Il y a eu des moments techno, rave, je me rappelle, en face, sur le quai Durand, sur le quai Suquet. Maintenant, c'est vachement plus calme en face.
Voilà, ça bouge. Et il y a des commerçants qui s'adaptent parce qu'il ne faut pas croire, il faut aussi que le commerce vive de tout ça. Que les gens consomment, que les gens se régalent. Et on a du monde. Donc, il faut penser à tout le monde. Moi, je pense aux commerçants. Il faut que le mode festif arrive. Il faut que le mode sécuritaire chapeaute tout ça. Et il faut que le mode traditionnel fonctionne à 100%. Voilà comment je vois notre ville. On a parlé de la Saint-Louis, on est obligé forcément de dire un mot sur la Saint-Pierre, qui est la fête un peu plus intimiste, on est un peu plus entre sétois. C'est différent, mais c'est aussi tout aussi exceptionnel. Moi je suis très attaché à ça, parce que la famille qui avait des chaluts, donc on voit bien que cette fête a évolué aussi. Bien sûr. Elle a évolué en termes de densité, la foire allait beaucoup plus loin, il y avait beaucoup plus de manèges, c'est de plus en plus dur. Et il y avait aussi les familles qui se retrouvaient, et puis quand on montait sur un chalut à 150, que tout le monde est débordé, personne ne regardait. Aujourd'hui, il faut des gilets, on est rentré dans un mode sécuritaire, notamment la secrétaire générale de la préfecture connaît bien ça, parce que quand il y a eu l'accident à l'Atlantique, elle a été témoin de ça, donc il y en a vraiment des normes. Mais je trouve qu'année dernière, l'amicale a fait ce qu'il fallait pour que les bateaux soient sortis déjà, parce qu'il y a eu un moment où les bateaux sortaient plus, donc les gros armements sont sortis, ça a fait beaucoup de bien. Et après, c'est vrai que cette fête, elle a un goût elle a un goût familial. À la Saint-Louis, la diaspora sétoise mondiale rentre à la maison. Tout le monde revient. À la Saint-Pierre, on cherche les familles qu'on a perdues et on rentre dans le souvenir, dans la nostalgie de ce qu'on a vécu. On est plus dans l'émotion, dans l'intime. C'est ça. Et on est dans le souvenir, on est dans la nostalgie. La Saint-Pierre, ça nous rappelle les grandes années de la pêche, les années avec les grands-parents. Parce que là, pour le coup, c'est la famille. C'est renfermé. C'est les petits cercles. Et quand tu n'étais pas pêcheur, ou que tu n'avais pas la famille pêcheur, que tu avais le droit de monter sur un bateau, tu étais fier. Bien sûr. Tu faisais la promenade. C'est ça qui compte chez nous. Donc il faut complètement la consolider et aider à ce que déjà les bateaux existent. Ça aussi, c'est un grand plan. Aider la pêche, adapter la pêche. Ça fait partie de notre ADN. Le port de pêche et le port de commerce, ça fait partie de la ville. Ça ne doit pas être des instruments politiques. Le tourisme, on en a un petit peu parlé, c'est un débat infini à 7. C'est un phénomène qui à la fois fait vivre les commerçants, les commerces de la ville, mais qui pose aussi beaucoup de questions sur l'embouteillage et sur la surpopulation, notamment estivale. On a parlé du tourisme des 4 saisons, mais en fait, c'est vrai qu'il y en a encore plus dans la période estivale. Quelle est votre réaction par rapport à ça et quelles sont vos propositions pour toujours développer ce tourisme toujours plus durable à 7? Alors, le tourisme à 7, c'est le premier employeur. C'est la première industrie. Donc, on ne parle pas de la première industrie autrement qu'avec des égards. Il faut faire attention. On attire et on est de plus en plus lisible. Les dernières séries télévisées des 10 dernières années, même avant, Candice Renard, tout ça, ont donné une lecture imagée très belle. Les gens se sont rendus compte qu'on avait beaucoup de belles lumières. Donc, on tourne beaucoup. Donc, on a attiré une nouvelle population. Et ça continue. Donc là, le côté cinéma, industrie du cinéma, a fait venir du monde. Mais en même temps, ce sont des gens qui dorment, qui mangent, qui consomment et qui font vivre le commerce. Sète est une station balnéaire. C'est un port de plaisance, c'est un port de pêche, c'est un port de commerce. Ça, ce sont des industries qui, au fil du temps, sont montées, descendues, faibles. Etc. Le tourisme, c'est quand même un trait permanent à la ville de Sète. Il y a eu des bonnes saisons, des mauvaises saisons, du beau temps, du mauvais temps, mais il y a toujours du monde à Sète. On a la chance de plaire parce que la ville s'est adaptée. C'est sûr que ces logements saisonniers sont une manne incroyable. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser conquérir le marché du locatif que pour du saisonnier. On en a parlé un petit peu plus L'État court après ça. Bien sûr. Fiscalement, l'État court après ça. Il y a des interdictions depuis 80 jours, etc., etc. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de la ville, c'est de faire construire pour pas qu'il y ait que ça. Sinon, on fait des hôtels. Moi, c'est déjà dans mon projet. J'ai 2 hôtels en gestation et un 3e éventuellement. Donc, il faut penser à ces gens qui vont venir dormir à Sète. Voilà. Et il faut dormir à Sète. Pour ça que l'hébergement compte. Parce que moi, j'étais président de l'office de tourisme de Vic-la-Gardiole dans les années passées. J'avais des campings et je peux vous dire que le tourisme d'un jour à Sète, ça me gonfle. Parce qu'une voiture qui arrive le matin, qui va faire un tour au marché, qui achète une bouteille d'eau, qui mange une glace et qui rentre le soir dans son camping dans un autre village, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le tourisme d'un jour, c'est sympa. Il y a beaucoup de visiteurs. Moi, il me faut des gens qui soient sur place. Donc, il faut adapter notre mode de proposition de service et faire venir des gens. Mais il faut encore une fois rester
dans notre dimension. Il faut mieux les accueillir. Eh oui. Pourquoi j'ai enlevé les arcades? Vous allez voir, les commerces, ça va attirer une nouvelle partie de la population. Il y en a pour tout le monde. Mais il faut adapter le mode de consommation. Moi, je vais souvent dans d'autres pays en ce moment et je vois que les gens s'adaptent. Sur la plage, les propositions des restaurants de plage ont évolué. Nous, on est encore dans l'ancienne méthode. Tout doit évoluer. Il faut s'adapter à la consommation. Avant, moi, quand je travaillais dans le tourisme, pendant 10 ans, on vendait les séjours du samedi au samedi. Et il n'y avait pas moyen d'arriver le dimanche. Après, on a fait les séjours du dimanche au dimanche. Voilà, on est des révolutionnaires. Puis un jour, on a fait les séjours du mercredi au mercredi. Et après, on a fait les séjours fractionnés. On a accepté tout le monde, 2 jours, 3 jours. Et en fait, au bout d'un moment, c'est la semaine. Hein. Des morceaux de 3, tu finis bien par avoir un séjour complet. Il faut tout prendre, hein. Il faut s'adapter. Et moi, je pense qu'on a la capacité d'absorber, on est déjà au maximum. C'est comme la population, il n'y en aura pas plus. Hein. Ceux qui vous vendent qu'il va y avoir 60 000 habitants, il faudrait qu'ils apprennent à lire les textes du schéma de cohérence territoriale. Ce n'est pas possible, voilà. Ce n'est pas prévu. Hein. Ce n'est pas autorisé même de conquérir pour faire... Puis même, ce n'est pas le but. Non, mais en plus, c'est pas... Voilà, si quelqu'un avait ce but-là, moi, je ne l'ai pas, d'accord. Je ne vais pas me faire partir, parce qu'il y a 30 ans, les commerces se vidaient, la ville se vidait. Si c'est ça que certains candidats proposent, moi, je ne propose pas ça. Il faut du tourisme, il faut être sérieux, il faut le maîtriser. Et la location saisonnière n'est pas mon ennemi. C'est un partenaire. Question qui revient beaucoup aussi dans cette campagne. Certains parlent de démocratie directe, d'autres de démocratie participative. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces formes de démocratie? Alors moi, la démocratie la plus participative, ça s'appelle le scrutin universel. C'est ce quoi je vais être soumis dans quelques jours. C'est-à-dire que tout le monde qui a sa carte d'électeur par les urnes peut s'exprimer en disant oui, lui, oui à lui, oui à lui. Il n'y a même pas un non à dire. C'est oui à quelqu'un. Les papiers sont prêts, les programmes sont prêts, les professions de foi vont être mises à disposition. En avant-première, le suffrage universel sert à la population à avoir quitté un régime dictatorial ou royal qui avait une forme de verticalité. Le suffrage, c'est l'horizontalité. On propose à tous les citoyens qui sont en âge et en capacité de voter de s'exprimer. C'est là où il faut y aller. Après, faire ça, vous voulez quoi? Il y en a qui proposent la participation, mais la participation, elle commence par fabriquer une liste, proposer un projet et dire des hommes et des femmes qui vont le porter, ce projet, et qui vont mener à l'exécution du projet. C'est ça. C'est une lettre de mission. Un président de la République, tous les 5 minutes, il ne fait pas un sondage pour savoir s'il va rester ou pas rester. Non. Il n'y a pas de suffrage. Il a l'Assemblée pour valider des lois et pas il y a des organismes. Moi, j'ai un conseil municipal et chaque fois qu'on organise un conseil municipal, on fait voter des textes au suffrage du conseil municipal qui représente les citoyens. Mais oui, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas la peine d'organiser des fausses. Quand vous gagnez une élection, ça veut dire que vous avez été choisi à un pourcentage pour appliquer le projet que vous avez posé sur la table. Vous savez qu'on a une obligation de le poser. Il y a même une date limite pour poser la liste. Donc vous savez avec qui et quoi. Même un gouvernement, quand vous élisez un président, vous ne savez pas les ministres qu'il va choisir. Moi, je suis obligé de donner les gens avec qui je vais le faire et ce que je vais faire. Après, les 10 mois de maire que j'ai fait me feront pas passer pour un menteur. Ce que j'ai dit, je l'ai fait. Et mes projets, ils sont pragmatiques, ils ne sont pas utopiques. Donc, le suffrage universel, ce scrutin qui va avoir lieu là, c'est le moment de s'exprimer. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui parlent souvent de valoriser l'absentéisme, ou le vote blanc. C'est des vraies discussions de société. Elle est là, la discussion. Débat démocratique. Bien sûr, c'est un vrai sujet. Quand tu te déplaces pas et que tu roumègues, ça s'appelle la politique à la chaise vide. Mais allez, vas-y. Tu as 5 minutes pour voter. Tu rentres, tu mets ton truc et tu as participé à la vie de la nation. C'est plus vieux que... La démocratie, Demos Kratos, c'est ce qu'il y a de plus vieux. La consultation, c'est ça la consultation citoyenne. La participation citoyenne, c'est tous les citoyens de la ville. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui veulent faire des votes intermédiaires, quoi, en gros. Ils veulent dire, ouais, mais vous avez gagné, mais peut-être que là, vous perdriez. Ouais, mais si les Sétois élisent ma liste, dont je serai à la tête, c'est parce qu'ils auront lu mon projet et qu'ils diront, ce type-là, on le met là pour qu'il fasse ce qu'il a dit. C'est ça, la démocratie. Dans quelques semaines vont avoir lieu les élections municipales, dont vous êtes candidat, bien sûr, à 7. Mais dans un an, il y aura également les élections présidentielles.
Est-ce que vous avez déjà un avis sur ces élections-là et est-ce qu'il y a quelqu'un, un candidat, une personnalité politique qui sort du lot plus qu'un autre pour ces élections présidentielles? Non, moi, avec toute l'humilité qui va essayer de contenir mon raisonnement, je suis un jeune politicien. J'ai 5 ans de mandat. Le rayonnement national, pour le moment, moi, je suis un Français. J'ai toujours voté pour les scrutins présidentiels, législatifs. Ce qui se passe à l'étage au-dessus, bien sûr, ça régit notre pays. Donc, je le regarde. Pour le moment, moi, je n'ai pas vu de candidat déclaré aux élections présidentielles. Je trouve que le peu que je regarde de la chaîne parlementaire m'afflige un peu, souvent sur la qualité des débats, sur les projets proposés. Je suis un peu dépité. J'espère qu'il y aura quelqu'un, ou plusieurs, hein, parce que moi je trouve que le clivage est bon en politique. C'est bon d'avoir quelqu'un qui est d'un côté, quelqu'un qui est de l'autre, même au niveau municipal. Après, une fois que le débat est clos, on l'a eu nous aussi. Nous, on a gagné les élections, et puis derrière, il y a des gens qui bloquent, qui font du bruit, qui font des manifestations pour bloquer les chantiers. Alors qu'on a été élu, c'est écrit qu'on va faire un parking, par exemple. Quand tu es élu pour faire quelque chose et que tu le fais, il y a des gens qui bloquent parce qu'ils ont perdu les élections. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Gagne les élections, tu feras ce que tu as. Si tu n'arrives pas à convaincre, c'est pas avec une minorité que tu vas bloquer. Et ce qu'on voit au niveau national aujourd'hui, c'est ça qui me dérange. C'est des minorités de blocage. Moi, je respecte toutes les opinions politiques. Quand le micro est ouvert, c'est un peu comme chez vous. Si j'ai des choses à dire, il faut que je les dise maintenant. Quand je vais rentrer dans ma voiture tout à l'heure, je me dis tu aurais dû dire ça, tu aurais dû dire ça. Je vais appeler, je vais dire je peux le dire. Mais non, tu me dis c'est fini. Le micro est fermé. La démocratie est terminée. Le moment d'expression est terminé. Donc on arrête. Il y a le micro qui est ouvert. On parle. Il y a des scrutins. Présentez-vous. Présentez-vous des idées. Moi, je suis dans mon couloir. J'aime le sport. Je suis dans mon couloir. Il y a un exemple. Usain Bolt, quand il courait au début, il n'a jamais regardé à droite et à gauche. Il allait au fond. Il mettait la gomme, il ne regardait pas s'il était premier. À la fin, il a pris un peu le melon. Il commençait à courir, à regarder à droite et à gauche s'il était vraiment premier ou très premier, etc. En 9 secondes, il faut quand même... moi, je suis dans mon couloir de performance. Je propose le maximum, c'est toi. Je vais proposer mon équipe au cours de cette campagne. Je proposerai mon équipe et on va aller convaincre, proposer, être pragmatique. Après, au national... on est plutôt sur des projets qui, pour le moment, me dépassent. Une vision claire. Mais vous savez quand même que sur RSL, tout le monde est toujours la bienvenue. Surtout vous, bien sûr, Hervé Marquès. On arrive bientôt à la fin de l'entretien. On va passer à la question qui fâche. Alors, la question qui fâche, c'est pas compliqué. Je suis allé, moi, comme on en a parlé dans l'entretien, je suis allé à toutes les réunions depuis le début de la campagne. Donc, j'ai rencontré les gens de tous les côtés, de tous les bords politiques, à 7, hein, seulement à 7, bien sûr. Et les gens me parlent des autres candidats ou des candidats qui sont déclarés. Ce qui revient beaucoup sur vous, Hervé Marquès, en fait, c'est des critiques dont vous n'avez jamais l'occasion de répondre. Et là, je vous laisse justement la possibilité de vous expliquer aux Sétois. Certaines disent que Hervé Marquès, c'est François Commen, que c'est François Commen qui tire les ficelles. Comment vous leur prouveriez le contraire? Comment vous expliquerez que vous apportez votre vision personnelle avec votre nouvelle équipe que vous allez, on en a parlé un petit peu hors antenne, mais que vous allez présenter dans les prochaines semaines, prochains mois? Comment vous leur prouveriez le contraire à ces gens-là qui disent ça sur les réseaux sociaux notamment? Alors ces gens-là qui me critiquent sur ça, on la partie facile, effectivement. J'étais dans l'équipe de François Commen, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais qui maintenant se pincent le nez quand on dit ça. Moi, je suis assis sur ce socle qui a 24 ans, je l'assume complètement. En revanche, depuis le 12 mai, j'ai été élu par mon conseil municipal à l'unanimité. Et ce jour-là, j'ai pris des décisions qui sont du niveau réglementation de l'urbanisme, c'est moi, c'est personne d'autre. Geler le PLU, réviser le PLU, c'est moi. La cantine à 1 euro, c'est moi. Doubler les effectifs de la police municipale, c'est moi. Et d'autres mesures, comme l'accession à la propriété, le parcours résidentiel, c'est moi. Si ça avait été l'idée de quelqu'un d'autre, il l'aurait fait avant. C'est tout. Donc de 2026 à 2032, si vous êtes élu le 22 mars, ce sera Hervé Marquès qui dirigera la ville. Et son équipe. Et son équipe, oui. Qui va porter notre projet, puisqu'un projet, ça se fait avec des consultations, des groupes de travail, des idées et de la présence sur le terrain. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont issus de l'expérience et de la réalité du terrain. Moi, j'ai fabriqué un programme qui ressemble à la réalité. Et
l'ensemble des gens qui sont avec moi dans le conseil municipal, si nous sommes élus, ce seront des gens qui pourront descendre dans la rue et aller rencontrer les Sétois et on leur dira, regardez, on a le papier de 2026. Vous voulez le relire? Regardez. Moi, on n'a pas inventé des... On ne va pas faire partir un Sétois sur Mars. Parce que vous regarderez dans tous les programmes, il y a des trucs complètement fantasques. Moi, je vous promets, hein, si vous voulez que je fasse rêver les Sétois, je vais raconter ça, quoi. Il va y avoir Elon Musk qui va faire partir une fusée avec un Sétois au bout du mois. Non, il faut être réaliste. Il faut être emprunt avec sa société. Il faut être emprunt avec les Sétois. Moi, je compte pendant les 6 prochaines années aller boire un café au Hall, aller boire un café au Provençal, aller boire un café à la Corniche, aller boire un café comme ce matin au Café des Délices à l'île d'Otto. Je vais aller partout et être libre, un homme libre comme je le suis. Donc, je serai libre parce que j'aurai tenu mes engagements. Alors, ceux qui veulent me rattacher à François Commen, c'est ceux qui souvent sont rentrés en politique grâce à lui et qui se disent finalement, il n'est pas capable. C'est manque de respect quand même. De ne pas croire que je ne suis pas capable de gérer une ville. Sinon, le conseil municipal s'est trompé, encore une fois. Mais c'est des gens qui disent que je ne suis peut-être pas du bon niveau social. Peut-être qu'un enfant des HLM, finalement, n'a pas le droit d'être maire. Alors, on me prête des mentors ou des tuteurs. C'est me rabaisser à un niveau intellectuel que je n'aurais pas. C'est encore un mépris de classe. Je vous laisse l'occasion à la fin de poser une question à un ou une autre candidat ou candidate, ou alors tout simplement un mot que vous voulez leur adresser. Je pars avec mon équipe, je terminerai mon équipe, je gagnerai mon équipe. C'est clair, aucune alliance, ni au premier, ni au second tour. C'est clair, pas besoin. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin en regardant la caméra. Un mot que vous voulez adresser aux Sétoises et aux Sétois cette fois-ci pour le 15 et 22 mars et pour les prochaines années. Le droit de vote, c'est un droit de construction massive. C'est avec le plus de monde qui s'exprimera qu'on pourra faire des projets qui porteront la ville. Donc, ce sont 2 dimanches. Levez-vous, prenez 5 minutes, exprimez-vous. C'est le principal. Exprimez-vous, allez voter. Ne regrettez pas de ne pas vous être levé. Le premier tour est le plus important. Le deuxième tour sera la conséquence de ce premier dimanche 15 mars. Allez voter, votez, votez. Pour qui vous voulez, mais votez. Merci Hervé Marquez d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous et à très vite sur RSL.